Les origines de la peinture contemporaine et sa valeur représentative, 1913. Sans avoir la prétention d'expliquer le but et les moyens d'un art arrivé déjà à une réalisation assez avancée, je vais tâcher de répondre, autant que cela est possible, à une des questions les plus souvent posées devant les tableaux modernes. Je transcris cette question dans toute sa simplicité. Qu'est-ce que cela représente ? Je me fixe donc comme but cette simple interrogation et je vais m'efforcer dans un exposé très court d'en prouver la parfaite inanité. Si l'imitation de l'objet dans le domaine de la peinture avait une valeur en soi, tout tableau du premier venu ayant une valeur imitative aurait plus de valeur picturale. Comme je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister et de discuter un cas semblable, j'affirme donc une chose déjà dite, mais qu'il est nécessaire de redire ici. La valeur réaliste d'une œuvre est parfaitement indépendante de toute qualité imitative. Il faut que cette vérité soit admise comme un dogme et fasse axiome dans la compréhension générale de la peinture. J'emploie à dessein le mot réaliste dans son sens le plus propre, car la qualité d'une œuvre picturale est en raison directe de sa qualité de réalisme. En quoi consiste en peinture ce que l'on appelle réalisme ? Les définitions sont toujours dangereuses, car pour enfermer en quelques mots tout un concept, il faut une concession qui souvent manque de clarté ou est trop simpliste. J'en risquerai une malgré tout, et je dirais qu'à mon sens, le réalisme pictural est l'ordonnance simultanée des trois grandes quantités plastiques, les lignes, les formes et les couleurs. Aucune œuvre ne peut prétendre au pur classicisme, c'est-à-dire à la durée indépendamment de l'époque de création, si l'on sacrifie complètement une de ces quantités au détriment des deux autres. Je sens très bien le côté dogmatique d'une pareille définition, mais je la crois nécessaire pour bien différencier les tableaux à tendance classique d'avec ceux qui ne la réalisent pas. Toutes les époques ont vu des productions faciles d'un succès aussi immédiat qu'il est éphémère, l'une sacrifiant totalement la profondeur pour donner un charme de surface colorée, l'autre se contentant d'une écriture et d'une forme extérieure qui fut même baptisée peinture de caractère. Je le répète, toutes les époques ont eu de ces productions, et de telles œuvres, même avec tout le talent qu'elles comportent, ne restent que comme des manifestations d'époque. Elles datent, elles peuvent étonner et intriguer les générations présentes, mais comme elles ne possèdent pas les qualités qui doivent atteindre au réalisme pur, elles doivent finalement disparaître. Ces trois qualités indispensables dont j'ai parlé plus haut ont été, chez la plupart des peintres qui ont précédé les impressionnistes, liées étroitement à l'imitation d'un sujet qui comporte en lui-même une valeur absolue. À part les portraits, toutes les compositions aussi bien décoratives qu'autres se sont toujours asservies à la description des grandes manifestations humaines, illustrant soit des dogmes religieux et mythologiques, soit les faits historiques contemporains. Les impressionnistes, les premiers, ont rejeté la valeur absolue du sujet pour ne plus en considérer que la valeur relative. Là est le lien qui rattache et explique toute l'évolution moderne. Les impressionnistes sont les grands novateurs du mouvement actuel. Ils en sont les primitifs, en ce sens que, voulant se dégager du côté imitatif, ils n'ont considéré la peinture que dans sa couleur, négligeant presque dans leurs efforts toute forme et toute ligne. Leur œuvre admirable, sortie de cette conception, impose la compréhension d'une couleur nouvelle. Leur recherche d'atmosphère réelle est déjà relative au sujet. Les arbres, les maisons, se confondent et sont étroitement liés, enveloppés dans un dynamisme coloré que leurs moyens ne permettaient pas encore de développer. L'imitation du sujet que comporte encore leur œuvre n'est donc déjà plus qu'une raison de variété, un thème, et rien de plus. Une pomme verte sur un tapis rouge n'est plus pour les impressionnistes le rapport de deux objets, mais le rapport de deux tons, un vert et un rouge. Lorsque cette vérité fut formulée par des œuvres vivantes, le mouvement actuel devait fatalement se produire.
J'insisterai tout particulièrement sur cette époque de la peinture française, car je pense que c'est à ce moment que les deux grands concepts picturaux, le réalisme visuel et le réalisme de conception, se rencontrent, le premier finissant sa courbe qui comprend toute la peinture ancienne jusqu'aux impressionnistes, et l'autre, le réalisme de conception, commençant avec eux. Le premier, je l'ai dit, comporte la nécessité de l'objet, du sujet, de moyens perspectifs, qui sont considérés actuellement comme négatifs et anti-réalistes. Le second, négligeant tout ce bagage encombrant, est déjà réalisé dans de nombreux tableaux actuels. Un peintre, parmi les impressionnistes, Cézanne, comprit tout ce qu'il y avait d'incomplet dans la peinture ancienne. Il sentit la nécessité d'une forme et d'un dessin nouveau, s'adaptant étroitement à une couleur nouvelle. Toute sa vie, toute son œuvre se passe dans cette recherche. J'emprunterai au livre si bien documenté d'Émile Bernard quelques observations faites par lui sur le maître d'Aix, et aussi certaines réflexions tirées de la conception de Cézanne lui-même. Son optique, dit-il, était bien plus dans sa cervelle que dans son œil. Il interprétait trop ce qu'il voyait en somme, ce qu'il faisait sortait absolument de son génie, et s'il avait eu d'imagination créatrice, il eût pu se dispenser d'aller au motif, suivant sa propre expression, ou de poser des natures mortes devant lui. Je relève dans les lettres de Cézanne des idées comme celle-ci. Il faut que les objets tournent, s'éloignent et vivent. J'ai voulu faire de l'impressionnisme quelque chose de durable comme l'art des musées. Et plus loin, il écrit encore, ce qui vient à l'appui de ce que j'ai dit plus haut, « Peindre d'après nature n'est pas pour un impressionniste peindre l'objet, mais réaliser des sensations. » Il pleura de désespoir devant les dessins de Signorelli et s'écria « Je n'ai pu réaliser, je reste le primitif de la voie que j'ai découverte. » Dans ces moments de doute et de dépression, Cézanne crut momentanément à la nécessité des formes anciennes. Il fréquenta les musées, il étudia les moyens d'expression des peintres qui l'avaient précédé, il fit des copies, il espéra trouver de ce côté ce que sa sensibilité inquiète cherchait. Son œuvre, toute belle et admirable qu'elle est, porte fréquemment en elle la marque de cette inquiétude. Il vit le danger de cette culture, il comprit qu'il est périlleux de revenir en arrière et que la valeur traditionnelle d'une œuvre est personnelle et subjective. Il écrit d'ailleurs dans une de ses lettres, je cite textuellement, « Après avoir vu les grands maîtres, il faut se hâter d'en sortir et vérifier en soi les instincts, les sensations qui résident en nous. » Cette annotation du grand peintre mérite d'être relevée attentivement. Tout peintre, devant des œuvres aux conceptions anciennes, doit conserver toute sa personnalité. Il faut les regarder, les étudier, mais au sens le plus objectif. Il doit les dominer, les analyser, mais non être absorbé par elles. C'est le fait de l'amateur d'art de substituer sa propre personnalité à l'œuvre qui s'impose. L'artiste doit toujours être en accord avec son époque, et équilibrer par ce fait le besoin toujours naturel d'impressions variées. Cézanne tiendra dans l'histoire de la peinture moderne la même place que Manet quelques années auparavant. Ce furent des peintres de transition. L'un, Manet, par ses recherches et par sa sensibilité, abandonne petit à petit les moyens de ses prédécesseurs pour arriver à l'impressionnisme dont il est incontestablement le grand créateur. Plus on examine l'œuvre de ces deux peintres, plus on est frappé par leur analogie historique. Manet s'inspira des Espagnols, de Velázquez, de Goya, des plus lumineux pour aboutir aux formes nouvelles. Cézanne trouve une couleur, et au rebours de Manet, s'efforce à la recherche d'un dessin et d'une forme que Manet a détruit, et qu'il sent absolument nécessaire pour exprimer la grande réalité. Tous les grands mouvements picturaux de tendances différentes ont toujours procédé par révolution, par réaction, et non par évolution. Manet a détruit pour arriver à sa création. Remontons plus haut, aux peintres du XVIIIe siècle, trop sensuels et trop maniérés,